Alors, notre invité de ce soir, eh bien, c'est Jean-François Guiguillaume. Donc, Jean-François, bonjour. Merci d'être avec nous ce soir. Bonjour à tous. Alors, j'arrête de montrer mon écran, comme ça, on te verra, voilà, en grand. Jean-François, ton parcours est très riche, hein. Donc, si je me targue d'une petite description de ton parcours, tu es directeur de recherche au CNRS en écotoxicologie microbienne marine. Tu es directeur adjoint de l'Observatoire océanologique de Bagnoul-sur-Mer. Tu es membre de plusieurs conseils scientifiques, hein, comme celui de l'IFREMER ou de BIMED. Tu as été le coordinateur de la mission scientifique Tara Microplastique en 2019. C'est pour ça que vous avez le plaisir de bien te connaître aussi à la Fondation Tara. Et tu es l'auteur de nombreuses publications, hein, donc publications scientifiques bien sûr, dans des revues de niveau A, mais aussi tu as très à cœur à diffuser ces connaissances auprès du grand public. Donc on te voit aussi bien à la télé que parfois dans les manuels scolaires, qu'aussi on peut t'entendre à la radio. Tu es un homme très occupé, donc merci d'être avec nous ce soir. Et puis j'ai une première question pour toi. Puisque tu es très actif, qu'est-ce qui te motive à te lever le matin, Jean-François? Ah, bonne question. J'ai pas trop de mal à me lever le matin et être motivé par mon métier parce que, ben, je suis un scientifique, donc j'ai choisi d'aller, vers la connaissance, vers l'apprentissage de nouveaux savoirs et pour moi, ça semble c'est essentiel, surtout dans une société où l'obscurantisme et la non-vérification des données et cetera, c'est vraiment un sujet d'actualité. Et puis j'ai choisi en fait, parce qu'on a le choix quand on est au CNRS, de nos sujets de recherche. J'ai choisi depuis plus de 10 ans maintenant de travailler sur la pollution plastique, mais je travaillais avant sur la pollution par le pétrole, les pesticides, les métaux lourds. Donc pour moi, c'est la suite en fait de mes travaux et j'ai un boulot passionnant. Vraiment, je me régale. J'ai à la fois du terrain où on va, bah, notamment avec les expéditions Tara, mais d'autres expéditions un peu partout dans le monde pour voir l'état, des écosystèmes. Et puis, parce que c'est une problématique plastique qui va toucher tout le monde, j'ai possibilité d'aller travailler avec le grand public, mais aussi donc avec les écoles, mais aussi avec le gouvernement, avec les industriels. Et là, on est un petit pivot en fait. On a besoin de données scientifiques pour pouvoir avancer en fait sur la compréhension de cette pollution. Et bah, la semaine dernière, j'étais au traité mondial de la pollution plastique, en fait, peut-être que vous le savez, en fait, les Nations Unies ont lancé une volonté d'avoir un traité mondial de la pollution plastique. Et donc, les scientifiques ont leur place pour éviter les mauvaises informations qui pourraient passer et dont on pourra discuter tout à l'heure là, par les lobbyistes, par les gens qui veulent absolument continuer à produire ce plastique alors qu'en fait, on va se rendre compte que, bah, il n'est pas très, très bon pour notre santé, ni pour la santé de l'environnement. Mmh. Alors on t'a demandé, Jeff, de nous présenter un objet qui fait un petit peu écho pour toi à tes recherches. Je ne sais pas ce que c'est, hein. Tu as gardé la surprise. Ouais, je t'ai laissé la surprise, je vais vous le montrer, vous allez peut-être le retrouver. Ça vous parle ça? Je l'ai trouvé en fait, en plongée. Alors ça va pas parler aux jeunes, mais ça va parler un peu aux gens de notre génération. C'est une vieille cassette, avant on mettait ça dans un lecteur. Vous vous rappelez de ces trucs-là? On faisait hi 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 avec nos stylos. J'ai retrouvé ça en plongée, devant chez moi à Bagnoul-sur-Mer là et pour moi en fait, c'est un symbole de ma génération et de la génération de mes parents qui ont décidé en fait d'aller dans le consumérisme, décidé d'aller vers les choses à usage unique. Avant, on faisait des meubles pour des générations. Maintenant, on fait des meubles remplis de colle qu'on met dans nos maisons sans trop se préoccuper de savoir si ça va être un problème pour la planète. Donc, j'aime bien cette image de la cassette de ma jeunesse parce qu'en fait, elle montre un petit peu bah, que je suis un peu responsable et qu'on est un peu tous responsables de cette pollution aujourd'hui parce on s'est laissé avoir en fait par cette surconsommation et notamment surconsommation des produits jetables qui sont vraiment aujourd'hui un fléau pour la planète et on va se rendre compte un fléau aussi pour nous, les hommes. Mmh. Alors justement, les enseignants sont venus t'écouter ce soir sur cette problématique de la pollution plastique. Donc, première question toute simple pour toi, Jeff, et tu vas pouvoir partager ton diaporama.
Je t'invite d'ailleurs à le faire, puisqu'il faut que je fasse une petite manip pour que tu aies le droit de le montrer. Hop, voilà. Alors, première question pour toi, Jeff, c'est comment tu définirais ces plastiques et d'où est-ce qu'ils viennent et quel trajet ils suivent une fois qu'ils quittent quelque part notre usage? Alors, j'ai pas l'impression que mon nouvel ordinateur n'ait envie que on fasse ça. Attends, on va voir. Comme c'est la première fois qu'on le fait ensemble, Ok. il faut que je donne l'autorisation à mon ordinateur d'ouvrir ce truc-là. Il me demande de fermer Google Meet. Alors du coup, je vais être obligé de. Ça va être le Ouais. bazar. Ce que je te C'est quoi? propose, c'est que tu le lances toi de ton côté, Moi, et sinon on va se perdre. Euh, je serai ta petite main, ok, d'accord? avec plaisir. Et puis, tu me diras quand est-ce qu'il faut passer Elle les date slides. cette photo, hein, dis donc. J'ai pris un coup de vieux depuis. On prend toujours des photos où on est plus C'est jeune que... ça. Ouais, et puis quand on se voit en visio, on se dit, ouh là là. Bon, bref. Alors, est-ce qu'on arrive à avoir ce diaporama? Oui, alors hop, donc je vais l'ouvrir et puis je vais disparaître des écrans, hein, puisque c'est toi qui vas être Ok, un petit peu au centre de ce propos. ça marche. Et tu vas être obligé de m'écouter parce que tu vas suivre les diapos. Exactement. Vous n'aurez pas le choix que d'être C'était pas attentif. volontaire, hein, mais. Hop, Et alors, rappelle-moi, on a combien de personnes qui suivent là l'exposé? Parce que c'est avec le nombre de pays que tu as cités eh là, oui, c'est assez impressionnant. alors on a 103 personnes qui sont inscrites à Waouh, la soirée. quel Donc, honneur. il y a un bel auditoire ce soir. Et ben j'espère qu'il y aura plein de questions après alors. Du coup, je vous ai préparé un petit diaporama. L'idée, c'est d'avoir un support pour les discussions qui vont être après. Donc, ça va être beaucoup de, comment dire, pas beaucoup de chiffres, mais vraiment des concepts pour qu'on puisse comprendre ensemble d'où vient cette pollution plastique. Donc, ça va être un petit peu, si tu passes la diapo d'après, il y a un plan, donc en deux parties. La première, c'est vraiment, voilà, on parle du cycle de vie du plastique comme le cycle de vie des éléments. Donc, on va se poser la question de savoir d'où est-ce qu'ils viennent ces plastiques et où est-ce qu'ils vont. Parce qu'on consomme ces plastiques et c'est important de savoir où est-ce qu'ils vont aller ensuite. Puis après, vous allez voir, cette première partie est assez déprimante. On va voir tous les effets que ça peut avoir également sur la biodiversité, sur ce qu'on appelle la triple crise à la fois climatique, sur la biodiversité et sur les pollutions. Et puis ensuite, on va se dire, OK, une fois qu'on a fait ce constat, maintenant c'est assez clair. Donc j'espère que ça sera clair pour vous. La pollution, elle est un peu partout. Quelles sont les solutions qu'on va pouvoir trouver à cette pollution? Et ce que je voudrais vraiment, c'est qu'à la sortie de cet exposé, vous arriviez vous-même à distinguer le vrai du faux, parce qu'il y a tout qui se dit un petit peu là sur cette problématique. Alors la première diapo, si tu veux bien passer après, déjà il faut que vous compreniez d'où est-ce qu'il vient ce plastique. Et le plastique, en fait, pendant longtemps, on a considéré simplement que c'était un déchet. Mais en fait, maintenant, on le voit dans son cycle de vie complet. Alors, qu'est-ce que c'est que le cycle de vie complet du plastique? La première chose, en fait, c'est le pétrole. On sait que 99% des plastiques qui sont sur le commerce aujourd'hui viennent du pétrole. D'accord? Donc, dans la production mondiale de pétrole aujourd'hui, on a à peu près 10% du pétrole qui est utilisé pour faire du plastique. 10% du pétrole qui est produit chaque année va servir à faire du plastique. Ce qui vous fera comprendre que les pays producteurs de pétrole n'ont pas très envie d'arrêter ça parce que c'est une manne d'utilisation du pétrole aujourd'hui qui va être valorisée et qui va avoir une valorisation assez importante par rapport à simplement prendre du pétrole et le mettre dans sa voiture. Ça coûte plus cher en fait une fois qu'il est produit, une fois que le plastique est produit. Donc vous voyez, le deuxième étape c'est la production. Là on a des productions de tout ce que vous avez autour de vous dans votre pièce actuellement ou des biens de consommation que vous allez avoir. Il y a aussi dans le cycle du plastique une phase qui est importante, c'est que on a autant de plastique parce qu'on veut transporter des matières d'un endroit à un autre à des très grandes distances, alors que si on faisait une consommation plus locale, on aurait moins de problèmes de distribution, mais ça fait partie, du coup, le transport de ce plastique qui a été produit, ça fait partie du cycle de vie du plastique. Il va être transporté et il va être amené vers le consommateur qui lui-même, en fait, on appelle ça de l'économie linéaire, c'est-à-dire que j'ai des ressources, j'ai mon pétrole, je vais consommer, et une fois que je l'ai consommé, je vais jeter.
Le problème du plastique aujourd'hui, c'est pas le plastique en lui-même, parce que le plastique, lui, il est pas cher, il est facilement, on peut faire un peu tout, toutes les formes avec ça, donc c'est un produit qui est assez magique. Le gros problème du plastique aujourd'hui, c'est il a une durée de vie très très longue dans l'environnement où est-ce enfin, où il va être mis. Il va avoir des durées de vie supérieures à des dizaines, voire des centaines d'années. Il y a certains plastiques, on considère qu'ils vont durer peut-être 1000 ans. Donc, le problème, en fait, c'est l'utilisation d'une matière qu'on va utiliser, nous, quelques minutes. La majorité du plastique, on va considérer que sa durée de vie, ça va être moins de 5 ans. Et pourtant, en fait, sa durée de vie à lui, du plastique, ça va durer plusieurs centaines d'années. Donc, c'est là où on s'est trompé sur l'utilisation du plastique. On ne peut pas utiliser du plastique pour des choses qui vont durer quelques minutes alors qu'il va durer plusieurs centaines d'années. D'accord? Ça, c'est un concept très important. L'autre chose maintenant, c'est, OK, on met dans la poubelle et puis on ne sait pas trop où ça va. Et ça, c'est important quand vous allez vulgariser ça vers vos élèves, de leur faire comprendre que, en fait, on nous a mal informés sur ce qui se passe derrière la poubelle, ou en tout cas, on nous informe pas assez pour nous faire croire que la majorité de nos plastiques, eh ben, ils vont être très bien traités. La réalité, elle est complètement différente. Aujourd'hui, on parle beaucoup de recyclage. Hein, on considère que quand on va mettre notre plastique dans la poubelle jaune, on fait une bonne action, on se dédouane de notre problème, et puis après, ça va être amené dans une usine magique qui va être capable de recycler le plastique qu'on a mis. Donc, vous avez vu de plus en plus, ça dépend des pays, mais de plus en plus, nous, on va utiliser une poubelle qui est jaune dans notre pays. On va pouvoir mettre tous les emballages, alors qu'avant, on pouvait mettre que certains emballages dedans. Maintenant, on met tout dedans et on nous fait croire que tout est recyclé. Les chiffres exacts au niveau mondial, mais c'est valable un peu partout dans tous les pays, au maximum, on va réussir à recycler 10% de la poubelle. Donc, même si on arrive à trier particulièrement bien, etc., on recycle que 10% de la poubelle. Ça veut dire que 90%, où est-ce qu'il va aller? Eh bien, en fait, on va se retrouver ces autres dans les 90%, la majorité, ils vont être dans des décharges. On va cacher nos déchets sous la terre. On veut pas les voir. Et puis, eh ben, on va pourrir des endroits de terre qu'on va sacrifier parce qu'ils seront gavés de déchets. Et on va voir après pourquoi ça pourrit la terre. Et ensuite, l'autre 40%, c'est l'incinération, parce que quand on a beaucoup de déchets, ben, on ne sait pas quoi en faire. Donc du coup, le plus facile, c'est de les brûler. Et là, vous imaginez très bien l'impact que ça va avoir sur notre histoire de changement climatique. Avec tous les effets aussi qu'on va avoir sur les émanations de gaz toxiques qui sont autour de ça. Il faut savoir que les pays européens envoient, les pays dits développés, en fait, envoient énormément de leurs déchets à l'étranger, même si c'est devenu de plus en plus régularisé. Il y a beaucoup de pays en voie de développement qui reçoivent les déchets des pays dits civilisés parce qu'en fait on déborde de nos déchets, nos décharges débordent, donc on va mettre ça dans des décharges ailleurs, dans d'autres pays, et les incinérations aussi se font beaucoup ailleurs. Euh, donc ça, on pourra en reparler. Et puis, malheureusement, de notre poubelle magique, en fait, il y a beaucoup de pays qui vont moins bien collecter, mais même dans les pays où on collecte bien, on a tous vu des poubelles qui débordent. On considère en fait qu'il y a à peu près 10% de nos déchets qui finissent dans l'environnement. 10%, bah, ça paraît rien sur la quantité, mais ça fait une poubelle sur 10 qui va finir dans l'environnement. Et là, ça devient vraiment dramatique. Alors, qu'est-ce qu'on voit ensuite dans l'environnement? Si tu veux bien passer à la diapositive suivante, nous, ce que je vois, c'est devant mon laboratoire. Moi, j'habite dans un super laboratoire. Je regarde par la fenêtre et je vois la mer. Je suis en face de la mer Méditerranée. La mer Méditerranée, c'est une mer qui est semi-fermée et dont le temps de renouvellement des eaux, donc par le détroit de Gibraltar ou par le canal de Suez, quand l'eau va rentrer en Méditerranée et le temps qu'elle va mettre pour ressortir, ça va durer à peu près 90 ans, 100 ans. Et comme je vous ai dit que les plastiques ils vont durer plusieurs centaines d'années, en fait, eh bien, on va avoir une accumulation dans cette mer qui est pas mal fermée. Et on a pu montrer, donc ça c'était des expéditions d'il y a 10 ans, avec les premières expéditions qu'on a menées avec la Fondation Tara Océan. On a fait le tour de la Méditerranée pendant 7 mois, on a prélevé les plastiques dans la mer, on a fait des bilans parce qu'il faut beaucoup de prélèvements pour avoir une image de la mer, d'une mer complète. Donc l'expédition elle a duré pendant 7 mois. Pendant 7 mois, en fait, on a récupéré ces plastiques et en même temps, en fait, on récupérait le plancton qui est à côté. Le plancton, parce que on est des biologistes, la plupart d'entre nous. Et le zooplancton, c'est ce que vous voyez à gauche, en fait, c'est tout ce qui se balade
au gré des courants, qui est pas encore assez grand en fait pour aller contre les courants. Donc on appelle ça le plancton. Et le zooplancton, c'est ce que mangent les poissons majoritairement. Ce qu'on a trouvé comme chiffre en Méditerranée, ce qui était vraiment affolant, c'est que la mer Méditerranée est la mer la plus polluée du monde en microplastiques. Les microplastiques, c'est tout ce qui est inférieur à 5 millimètres. Vous voyez sur une règle ce que ça fait là. Donc tout ce qui est inférieur à 5 millimètres, on appelle ça un microplastique, la taille d'un grain de riz à peu près. Ce qu'on a trouvé en Méditerranée, c'est que dans beaucoup d'endroits, pas toujours, mais dans la majorité des endroits, en fait, on a à peu près autant de microplastiques que de zooplancton. Ça veut dire qu'un poisson qui va manger normalement le zooplancton, il a une chance sur deux de tomber soit sur du zooplancton, soit sur un microplastique. Ça, c'est dans les zones les plus polluées de la Méditerranée. La réalité, c'est qu'en moyenne, on a à peu près 25%, 30% de plastique pour 70% de zooplancton aujourd'hui. Mais ce qui est déjà une catastrophe et ce qui, de toute façon, fait que chaque animal qui vit en Méditerranée va manger du plastique à un moment ou à un autre. Et l'image qu'on donne pour les enfants, c'est de leur dire, bon, bah, imaginez en fait que dans votre assiette, à midi, comme dans l'assiette du poisson, eh ben, ou ce soir, à n'importe quel repas, vous ayez moitié de nourriture, moitié de plastique. Là, quelque part, on commence à se dire, oula, ça veut dire qu'il y a tellement de plastique dans les océans aujourd'hui. Donc c'est valable beaucoup sur la mer Méditerranée. On a retrouvé des concentrations identiques dans des grands gyres océaniques. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler du septième continent. En fait, ce septième continent, c'est un des 5 gyres. On a des gyres naturels, en fait, c'est des courants qui tournent. Euh, Là-bas, en fait, avant que le plastique soit créé, on avait tout ce qui flottait, donc on a beaucoup de bouts de bois qui se baladent là-bas. Maintenant, en fait, tout le plastique qui flotte va être concentré là-bas et on retrouve des concentrations à peu près identiques à la mer Méditerranée. Mais il ne faut pas imaginer en fait que le plastique serait concentré dans ces zones seulement. En fait, malheureusement, et c'est la première fois qu'on voit ça pour un polluant, les plastiques sont partout, partout, partout. Je vous ai dit que je faisais pas mal d'expéditions. Je n'ai jamais eu une expédition où, en traînant notre petit filet, c'est un petit filet qu'on traîne derrière le bateau pendant une demi-heure à 1 heure, j'ai jamais trouvé un endroit où il n'y avait pas de plastique. Pour vous dire que la planète aujourd'hui, enfin en tout cas les océans, sont plastifiés. On trouve du plastique partout, partout. Il n'y a pas un animal qui peut déroger à ça. Il n'y a pas une zone sur la planète qui puisse déroger à ça. Et qu'on aille en haut de l'Himalaya jusqu'au plus profond des océans, on va trouver du plastique dans la fosse des Mariannes, qui est l'endroit le plus profond des océans. Les sous-marins, quand ils descendent, en fait, la première chose qu'ils vont voir en arrivant sur le sol, c'est du plastique. Et quand ils vont récolter des animaux qui, soi-disant, devraient être assez protégés de nos activités, en fait, malheureusement, à l'intérieur de l'estomac de ces animaux, on trouve du plastique. Voilà pour vous donner l'état des lieux, en fait, de la concentration des plastiques qu'on va retrouver dans l'environnement. En quoi c'est un polluant euh, différent par rapport aux autres, c'est que ce plastique, en fait, si j'ai une pollution par les pesticides, par exemple, ça va être beaucoup sur la zone côtière. Là, le plastique, on va le retrouver partout, partout, partout. Alors, d'où est-ce qu'ils viennent ces plastiques? Où est la source, en fait? Parce que c'est important de savoir où est la source pour pouvoir essayer de trouver des solutions. La source, elle vient pas simplement dans les océans. En tout cas, elle vient pas simplement des pêcheurs qui jetteraient leur filet par-dessus bord, ce qui est le cas. Hein, ce qui arrive, il y a beaucoup de filets de pêche qui sont perdus, mais ça ne représente très très peu par rapport aux apports du continent. En général, on considère qu'on a à peu près 8 à 12 millions de tonnes, 1 million de tonnes. C'est en train de changer un petit peu. Allez, on va dire 1 million de tonnes, pour simplifier, de plastique qui arrive par an par les fleuves. Donc c'est l'équivalent, quand on donne l'exemple aux enfants, parce que c'est des grands chiffres et ça parle pas vraiment, c'est comme si toutes les 10 minutes, on rajoutait un camion benne dans les océans. Et ça s'accumule, et ça s'accumule, et ça s'accumule. Ça s'accumule tellement, en fait, qu'aujourd'hui, en 2025, on considère qu'on a 1 tonne de plastique pour 3 tonnes de poissons. Et quand on fera la combinaison entre la surpêche et les quantités de plastique qui n'arrêtent pas d'augmenter en fait et qui arrivent dans les océans, on arrive à des prévisions pour 2050 où on aura autant de plastique que de poissons dans les océans. Il faut que vous sachiez en fait que jusqu'à présent, la quantité de plastique qu'on a produit sur Terre, c'est l'équivalent de 5 fois la masse des animaux qui sont sur la planète. On en est là aujourd'hui. On a produit une quantité de plastique énorme. Et évidemment, ça arrive dans l'environnement. Tu peux passer à la diapo après.
Alors sur cette diapo, en fait, il faut que vous compreniez aussi que, sous quelle forme on va retrouver les plastiques dans l'environnement. Alors vous avez vu certainement, des tortues qui sont en train de manger des sacs plastiques. Vous avez vu beaucoup d'animaux qui sont enchevêtrés dans du plastique, dans des filets de pêche, dans plein de choses en fait. Donc vous avez vu ces images qui sont les plus alarmantes. Heu, mais la réalité en fait, c'est que la majorité des plastiques qu'on va retrouver dans l'environnement, ils sont sous forme de microplastiques. Ils sont sous forme de microplastiques. Alors, on va aller un peu plus loin sur ces microplastiques. On parle des microplastiques de la taille d'un grain de riz. Donc, je vous ai dit entre un peu en dessous de 5 millimètres, entre 1 et 5 millimètres. C'est ceux que vous voyez à gauche, ceux qu'on voit le plus souvent. Et puis après, il y a une partie invisible qui a été, comment dire, découverte ces dernières années parce qu'on n'avait pas la technologie. Parce que ce que vous voyez à gauche, en fait, je peux faire mon petit filet que je traîne derrière mon bateau. Et puis ensuite, avec une pince à épiler, je peux récupérer chaque morceau de plastique. Ça, c'est facile à compter, c'est ce qu'on a fait au début. Ensuite, on a eu du développement méthodologique, technique, qui nous a permis d'aller travailler avec les plus petits microplastiques. Ceux-là, ils sont entre 1 millimètre et 1 micromètre. C'est sympa quand on discute avec les élèves parce que ça permet de mettre des échelles de ce qu'on voit dans l'environnement. Et ensuite, alors, ces petits microplastiques et ces grands microplastiques, d'où est-ce qu'ils viennent? Ils viennent de la fragmentation des gros déchets. J'ai une bouteille en plastique, elle va, sous l'effet des ultraviolets, vous savez, quand il y a des ultraviolets sur une bouteille en plastique, elle va jaunir un petit peu, elle va s'oxyder, elle va devenir plus fragile et puis quand elle va frotter, il va y avoir de l'abrasion qui va faire qu'elle va se casser en morceaux. Ces petits morceaux, ensuite, donc ça va assez vite, en fait, à la création des microplastiques. Et ensuite, ces microplastiques, ça s'arrête pas là, en fait. Ça continue à se, à se fragmenter. Et vous voyez même le petit morceau le petit microplastique, là, qui est entre 1 millimètre et 1 micromètre. Vous voyez qu'il y a de la fragmentation aussi dessus. Et donc, du coup, ça va continuer, ça va arriver jusqu'au nanoplastique. Les nanoplastiques, c'est inférieur à 1 micromètre. D'accord? Donc, tout ça, c'est complètement invisible à l'œil. Et ce qu'on se rend compte, c'est que autant on avait peur des microplastiques parce qu'on s'est dit: «Oh là là, mais on a des concentrations qui sont énormes». Aujourd'hui, malheureusement, l'information, elle est vraiment triste, c'est que les nanoplastiques, on en a partout et les concentrations sont au moins aussi importantes que les grands microplastiques, voire plus. En nombre, on en a 100 à 100 000 fois plus et en masse, c'est à peu près équivalent de ce qu'on voit des microplastiques, voire un peu plus. On a des concentrations de nanoplastiques aujourd'hui qui ressemblent à nos concentrations de pesticides, d'accord, qu'on va retrouver dans l'environnement. Mais malheureusement, comme je vous ai dit, c'est pas une concentration de pesticides qui est à un endroit, c'est partout, partout sur la planète. Et ces nanoplastiques, ben, on va en parler juste après, ils vont avoir des effets évidemment néfastes sur tous les échelons de la chaîne alimentaire. Alors, les effets visibles, hein, on a, ça c'est des choses que peut-être vous avez entendues déjà, 1,4 million d'oiseaux marins par an qui meurent, d'ingestion de plastique, qu'on retrouve avec, les estomacs remplis de plastique. 14 000 mammifères par an. Vous voyez cette baleine de Cuvier, en fait, là, où il y avait, à peu près, 50 kilos de plastique, dans cette baleine qui a été retrouvée, sur les plages. C'est des images qui sont pas très rigolotes à montrer et qui font vraiment du mal quand on montre ça aux enfants, ça les rend vraiment tristes. Et il y a aussi cette image du petit zooplancton que vous voyez en bas là, dans lequel on a trouvé, en fait, on trouve du plastique à tous les échelons de la chaîne alimentaire parce que, comme vous avez compris maintenant, les plastiques, c'est pas seulement les bouteilles en plastique, c'est toutes les tailles possibles. La question ensuite, ça va être de se dire, est-ce que les plastiques, ils sont aussi mangés par l'homme? Il y a de plus en plus de travaux qui montrent que, évidemment, l'homme va manger le plastique, mais attention, il faut faire la différence entre la contamination qui viendrait de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire des aliments qui seraient mangés, et la contamination qui vient plutôt de l'emballage. Et en fait, ce qui a pu être montré récemment, c'est que c'est plus de l'emballage que la pollution vient pour l'homme que d'avoir mangé du poisson ou d'avoir mangé un poisson qui était contaminé. Nos plastiques sont tellement présents dans notre alimentation, hein, allez dans une grande surface, vous vous rendrez compte que, à part quelques légumes qui sont encore là, la plupart des choses sont emballées. Et l'emballage fait qu'on va les manger, ces emballages, d'une manière ou d'une autre. Il va y avoir un relargage de plastique à partir du moment où il est emballé. Quand je prends une bouteille d'eau, par exemple, que je fais juste comme ça, en fait, il y a des milliards de nanoplastiques qui vont être libérés, qu'on va boire. Quand j'ai une barquette de viande sur laquelle j'ai du polystyrène expansé, puis ensuite du polypropylène dessus puis ensuite du polystyrène, etc. Évidemment, tout ça,
c'est pas inerte, ça va forcément aller dans nos aliments et c'est essentiellement la contamination par nos emballages et aussi par l'air qu'on respire parce que regardez autour de vous, vous êtes dans une salle remplie de plastique, donc forcément, en fait, ça va relarguer aussi du plastique. C'est plus ça qui va, amener la contamination humaine que, l'alimentation elle-même. On peut passer à la diapo d'après. Alors, il y a une notion qui est très importante à faire passer quand on explique la question du plastique. Le plastique, et là, il faut faire un petit peu de chimie et j'aime bien en fait, quand on parle aux élèves de leur montrer avec cette question du plastique à quel point on peut à la fois, faire des mathématiques, faire, de la géographie parce qu'il faut qu'on regarde un petit peu partout, faire un peu d'histoire, faire, voilà de la chimie, de la physique, de la biologie. On touche un petit peu à tout et c'est vraiment passionnant en fait parce que ça permet de montrer aux élèves aussi, l'intérêt, de qu'on peut avoir en fait dans l'école avec nos apprentissages pour comprendre un phénomène qui est aussi, diversifié et surtout, distinguer le vrai du faux comme on va voir après. Alors, une question qui est importante, c'est que le plastique, qu'est-ce que c'est? Première chose, c'est ce que vous connaissez, c'est-à-dire vous connaissez le polystyrène, polyéthylène, polypropylène, poly quelque chose. Ça, en fait, ça va faire la base du plastique. C'est le composant majeur en fait du plastique, ça va être le polymère, d'accord? Le poly quelque chose, polystyrène, polyéthylène, polypropylène. Mais en fait, à partir d'un polyéthylène, on est capable de faire un emballage, mais on est capable de faire un truc super costaud. Comment on fait ça? Comment le polyéthylène est capable de faire plein de matières différentes? Eh bien, en fait, c'est les additifs chimiques qu'on va mettre à l'intérieur. Dans ces additifs chimiques, on a des stabilisants, donc qui vont renforcer le plastique, des choses qui vont empêcher leur dégradation, leur oxydation, donc des antioxydants. On va avoir des colorants, des retardateurs de flamme, et énormément de choses en fait qui fait que aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que on vient de le découvrir, hein, ça, et encore, on en est qu'au début. On sait qu'on a à peu près 16 000 produits chimiques qui sont présents dans nos produits de consommation. Et on sait que parmi ces 16 000 produits chimiques, on a au moins 3 000 qui sont classés comme toxiques. Et pourtant, ils sont autorisés, hein, parce qu'ils sont dans le plastique et pour l'instant, il n'y a pas de régulation suffisante. Et alors, ces 3 000 qui sont classés comme toxiques, donc ça, on les connaît bien, ceux-là. Il y en a au moins 3 000 dont on soupçonne qu'ils vont être toxiques. Et les autres, en fait, pour l'instant, on ne sait pas trop. Voilà. Donc, du coup, parmi ces 16 000 produits chimiques, ça veut dire que tous les jours, on fait face à ce plastique. Vous avez compris qu'il est partout. Et on va ingérer, en fait, ce plastique. Mais surtout, on va ingérer les produits chimiques. Et la toxicité, l'effet nocif des plastiques, elle vient pas trop du polymère. Elle vient justement de ces additifs chimiques. D'accord? Donc ça, c'est très, très, très important à faire passer comme message parce que sinon, on ne comprend pas le problème du plastique. Si on se dit bon, que c'est quelque chose d'inerte, je prends souvent l'exemple avec les enfants d'un chewing-gum. Si je mange un chewing-gum, on l'a tous fait quand on est gosse. Bon, bah, qu'est-ce qui va se passer? Ça va passer dans notre transit intestinal et puis ça va partir dans nos excréments et c'est pas si grave. Bon, quand je commence à en manger beaucoup, 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 comme le poisson qu'on a vu tout à l'heure, là, je peux en mourir. Mais le problème majeur du plastique, c'est que c'est pas trop ça en fait, c'est pas l'effet visible, c'est l'effet invisible que quand je mange le plastique, tous ces produits chimiques en fait, ils vont être comment dire libérés dans nos tissus et ils vont être transportés par ces nanoplastiques qui vont aller se balader un petit peu dans tous nos organes, dans notre cerveau, etc. Et avec des effets qui sont assez connus. Par exemple, on a beaucoup de perturbateurs endocriniens. Donc, perturbateurs endocriniens, qu'est-ce que c'est? C'est des choses qui vont perturber nos hormones. Et là, c'est pas mal quand on parle aux enfants des hormones, parce qu'on peut parler de puberté précoce, on peut parler de troubles de la sexualité, on peut parler donc ça commence à les toucher, puis aussi on peut parler de l'homéostasie, la pression artérielle, etc., qui sont modifiées. Donc c'est modifié chez l'homme. Et chez les animaux, on a des exemples aussi, simplement parce qu'il y a ces produits chimiques, il y a des changements de sexe chez les poissons, par exemple, ou alors en fait il y a un dérèglement hormonal qui fait que quand les poissons en fait vont essayer de se reproduire, donc il y a les gamètes, enfin les ovules qui sont envoyés d'un côté et les spermatozoïdes de l'autre. Tout ça c'est réglé avec les alignements des planètes, enfin la Lune. Et en fait, s'il y a un dérèglement hormonal, eh ben la femelle elle va envoyer ses ovules complètement n'importe comment et le mâle, ben, en fait il va pas envoyer ses spermatozoïdes au bon moment. Voilà, c'est le type d'exemples qui sont assez sympas pour expliquer à la fois la biologie et comment elle peut être perturbée par ces plastiques. Allez, si on passe à la diapo suivante. Donc vous voyez en fait que le cycle de vie du plastique, c'est important de le prendre dans son ensemble parce que jusqu'à présent, de manière générale, on parlait simplement
des déchets, en fait, il n'y a pas que les déchets qui vont avoir des effets. Hein, vous avez compris, depuis la production de pétrole, qui va avoir des effets dramatiques sur les populations qui vivent à côté des raffineries, les personnes qui vivent à côté de ça, les travailleurs qui sont obligés de transformer ce pétrole, jusqu'à la fin de vie du plastique, en fait, il va y avoir des effets. Et il faut que nous, les scientifiques, on arrive à trouver à tous les niveaux quels sont les effets. On continue? Ce qui est important, en fait, aussi, c'est de se rendre compte que le plastique, c'est pas que la pollution. Euh, Peut-être que vous avez déjà vu ce schéma. En fait, on parle des limites planétaires. Donc maintenant, c'est des termes à la mode. On a 9 limites planétaires. On est arrivé déjà à la 5e limite planétaire qui a été franchie en 2023, l'année dernière, par la pollution chimique. Et cette pollution chimique dont je viens de vous parler, en fait, elle a été accentuée notamment par la présence de plastique qui est partout dans notre environnement. D'accord. Donc, je vous invite à regarder les différentes limites planétaires, le dérèglement climatique, les conversions des terres, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est le plastique, il va jouer sur la pollution, ça c'est la première idée qui nous vient, mais il va jouer aussi sur la biodiversité, parce que comme il touche tous les habitats, il va perturber tous les habitats. Les habitats, c'est là où vivent les animaux. D'accord. Donc, comme tous les habitats sont perturbés, on va avoir un effet sur la biodiversité. Il faut faire attention quand on parle de ça, c'est que quand on voit un effet sur la biodiversité, on imagine tout de suite perte d'espèces. Là, on n'a pas une perte d'espèces en particulier. On n'a pas particulièrement les oiseaux marins qui vont disparaître à cause du plastique. C'est pas ça le truc. Ce qui se passe, c'est qu'on a une perte de biodiversité parce que ça touche tous les échelons et qu'on a touché l'habitat de tous les animaux. D'accord. Donc c'est une petite distinction qui est intéressante avec les élèves de discuter qu'est-ce que c'est la biodiversité. Est-ce que c'est simplement une perte d'espèces ou c'est simplement en fait une diminution de toutes les espèces? Qu'est-ce que ça veut dire biodiversité? Donc ça c'est intéressant à discuter avec les élèves. Et puis le troisième aspect, c'est le changement climatique, parce que vous avez bien compris maintenant que quand je prends le cycle complet du plastique, et c'est assez évident quand je pense au pétrole ou quand je pense à l'incinérateur, ben, ça va avoir des effets évidemment sur le changement climatique, mais aussi dans tout le cycle de vie du plastique, dans le transport, etc. Ça joue sur le changement climatique et on voit qu'on a des telles masses de quantités de plastique qui sont produits que forcément, c'est loin d'être négligeable sur notre dérèglement climatique. Bon, c'est bon, je vous ai bien déprimé? Allez, maintenant on va passer à la deuxième partie. Et c'est important en fait d'un point de vue psychologie alors je fais de la psychologie à deux balles parce que je suis pas psychologue, mais c'est important que quand on parle de la pollution plastique, on laisse beaucoup de temps sur la discussion sur les solutions avec les enfants, surtout avec les élèves. Parce que le message que je leur passe à chaque fois, c'est que ils sont pas forcément responsables et on n'est pas obligé de leur mettre plein la tête comme nous on a reçu en fait cette globalisation, cette tendance à dire que la planète est foutue quoi. Je, 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 je- J'introduis beaucoup en fait la notion de la peur, la façon dont nos sociétés sont dirigées. C'est-à-dire qu'on dirige notre peur, nos sociétés avec la peur la, la peur de la politique, la peur des maladies. Hein, on a beaucoup vécu le Covid et les enfants ont beaucoup subi ça. Et maintenant, on arrive à une nouvelle peur qui n'était pas trop présente chez nos parents, mais qui nous touche, qui commence à nous toucher nous et puis qui les touche vraiment beaucoup eux. C'est la peur de l'environnement. Et il y a deux aspects qui m'importent là quand je leur passe le message. Le premier aspect, c'est de leur dire la première chose, c'est qu'il faut connaître. Et c'est pour ça que j'ai fait cette première partie, pour que vous connaissiez euh, où est-ce qu'on en est. D'accord. Et la connaissance, comme je l'ai dit au départ, c'est le savoir. Et c'est ce qu'on amène dans vos écoles, c'est-à-dire quelque chose qui va lutter contre l'obscurantisme, quelque chose qui va lutter contre le mensonge, quelque chose qui va aider au libre arbitre. De se dire, je suis au courant, maintenant je vais faire ou pas faire les choses. D'accord. Donc la transition entre la présence de la pollution et les solutions, moi je l'amène comme ça. La deuxième chose, c'est que je leur dis, avec l'environnement, avec le plastique, vous allez pouvoir être acteur. Autant la peur sur les maladies, autant la peur sur la politique, les guerres, etc. Bon, de son point de vue, c'est pas forcément facile d'être acteur là-dessus. Par contre, avec le plastique, on va pouvoir être acteur. Et l'objectif vraiment avec les élèves, c'est de leur dire, vous allez pouvoir faire quelque chose. Donc, on va avoir un double débat.
soit on fait un débat à l'échelle mondiale, nationale, et on dit qu'est-ce qu'il faudrait faire à l'échelle mondiale ou nationale. De temps en temps, je prends des groupes d'élèves et je leur dis, tiens, vous êtes des chefs d'État de différents pays, on va essayer de trouver des solutions ensemble. Vous, vous êtes la Chine, vous êtes l'Arabie Saoudite, vous êtes, j'ai plus entendu je me rappelle plus de tous les pays qui sont présents, mais par exemple, vous êtes des représentants de ces pays. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau national? Bon, ok, ça c'est une première idée, mais ce qui va les intéresser plus aussi, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent faire eux. Et quand on est en train de réfléchir à, je prends un morceau de plastique par terre que j'ai trouvé et je le mets à la poubelle, déjà c'est un super acte parce que même si derrière la poubelle elle n'est pas parfaite, au moins j'ai sauvé une tortue. D'accord. Il faut que ça soit quelque chose de positif. Quand je vais réduire mon utilisation du plastique un maximum et que je réfléchis à ce que je suis en train de faire, je vais avoir une action positive sur l'environnement. C'est vraiment la façon, à force de faire des conférences, de sortir l'information en disant c'est vrai que l'environnement est particulièrement perturbé, c'est vrai qu'il faut changer et on va voir maintenant les solutions, comment on peut agir, mais surtout en fait faites-le de manière positive, de sorte que vous deveniez acteur et pas simplement râleur. D'accord. Voilà, c'est un peu le message que je leur donne à chaque fois. J'ai pris un peu de temps entre les deux diapositives parce que ça me semble vraiment important de passer ce message à chaque fois quand on parle avec les enfants, c'est assez frappant comme ça les touche à ce moment-là, quoi. Allons-y, allez, on parle vers les solutions et on va essayer de distinguer le vrai du faux. Alors, vous avez eu le temps de lire pendant que je faisais tout mon blabla, là, cette diapositive. Là, j'ai pris une image d'une pub de ce qu'on fait sur les poubelles. Le tri se simplifie, désormais tous les emballages et papiers se trient. Effectivement, il n'y a rien de faux là-dedans, mais c'est le message qui est donné. Ça donne l'impression que n'hésitez pas, continuez à consommer, vous inquiétez pas, on gère vos déchets derrière. En fait, comme je l'ai dit dès le départ, le recyclage, ça ne représente presque rien. On a investi énormément là-dedans. On a investi beaucoup sur la collecte, etc., pour dire on va recycler, vous inquiétez pas. Et l'information qui semble être donnée par les usines de recyclage, c'est on recycle beaucoup. Et par ceux qui vendent des bouteilles en plastique, par exemple, oh, 50% des bouteilles en plastique sont recyclées, ce qui est complètement faux. Il n'y a pas de produits chimiques dans nos bouteilles, ce qui est complètement faux. Donc, en fait, il faut comprendre que, en plus, ce qui va pas avec le plastique, c'est qu'on peut pas le recycler. Recycler, ça veut dire je prends une matière et je peux refaire la même chose. Je prends une bouteille en verre, je refais du verre. Ça, c'est possible. Je prends une conserve d'aluminium, je refais une conserve d'aluminium. Ça, pas de problème. Je vais avoir le matériau, à la fin, il va avoir les mêmes caractéristiques. Quand je prends du plastique, je le brûle et je refais du plastique, là, il a perdu ses propriétés mécaniques. Donc, en fait, on va dire qu'on fait du downcycling. Alors ça, c'est peut-être un peu compliqué pour les élèves, mais c'est important pour vous que vous le compreniez. Downcycling, ça veut dire que je vais faire du décyclage. C'est-à-dire que je vais réduire la qualité du plastique, je vais allonger son durée de vie simplement, mais au final, il va finir comme tout le reste, enfoui ou incinéré. D'accord. Et dans mon downcycling, je suis capable de prendre une bouteille en plastique et puis de la transformer en un pot de fleurs, par exemple. Voilà. Et puis ce pot de fleurs, bah, il va finir à une poubelle et celui-là, bah, il va pas être recyclé parce qu'il a une propriété mécanique tellement pourrie qu'on n'en fera plus rien et donc on va encore le brûler. Voilà. Donc le recyclage, il faut le voir comme quelque chose qui allonge la durée de vie du plastique, mais qui ne résout pas du tout, mais pas du tout le problème. Donc en fait, on nous a bien fait croire, on a dépensé beaucoup d'argent pour nous faire croire qu'on avait une économie circulaire, c'est-à-dire que les déchets deviendraient miraculeusement en fait de la matière première. C'est faux. D'accord. N'imaginez pas ça. Ça n'est vrai que éventuellement pour les bouteilles en plastique. Pourquoi? Pourquoi ça marche pas le recyclage? Parce que en fait, dans un pot de yaourt, par exemple, j'ai 7 matières différentes. Si j'ai 7 matières différentes, j'ai le corps du pot de yaourt qui est du polystyrène. Ensuite, j'ai du papier. Le papier, en fait, pour qu'il soit un peu plus costaud, j'ai mis du polypropylène à l'intérieur. Ensuite, en haut du yaourt, pour qu'il colle avec le papier d'aluminium, ça c'est aussi une autre matière. Je vais mettre du polyéthylène terephthalate, donc encore un autre plastique pour que ça colle. J'ai tellement de matières mélangées dans tout ce qu'on a autour de nous que en fait, c'est impossible à recycler. Je peux pas refaire un pot de yaourt à partir d'un pot de yaourt parce qu'il y a un mélange de plein de choses à l'intérieur. Et puis, comme vous avez compris, il n'y a pas que le polymère, il y a aussi les produits chimiques qui sont à l'intérieur. Et les produits chimiques qui sont mis par une société ne sont pas les mêmes que les produits chimiques qui sont mis par une autre société. Du coup, quand je vais faire le recyclage, je vais avoir tous ces produits chimiques qui vont se mélanger. Est-ce que ça va être encore utilisable? Donc ça, pour un pot de
de terre ou pour mettre une plante à l'intérieur, bah, ça devrait pas, mais personne ne dit rien. Donc vous voyez en fait que mon plastique, je peux pas vraiment le recycler, ça va pas fonctionner. D'accord? Donc et pourtant, on a dépensé beaucoup, beaucoup d'argent pour nous faire croire que c'était possible. Allez, on continue. Du coup, recyclage, bon, on n'y croit pas trop. Ensuite, il y a les questions des biodégradables. Alors, il y a aussi, ça c'est un substitut, c'est-à-dire on a trouvé la solution miracle, vous inquiétez pas, les scientifiques vont trouver. Et ils ont trouvé effectivement des plastiques qui se dégradent, biodégradent. Alors en fait, on s'est rendu compte que ça, c'est une étude scientifique là, qui est montré que un plastique soi-disant biodégradable, il est marqué 100% biodégradable. Il a été pris par des collègues scientifiques qui habitent en Angleterre, là, et puis ils l'ont mis dans de l'air, dans de l'eau, dans des composts, dans tous les environnements possibles. Et là, vous avez l'image du plastique après 3 ans dans l'environnement, alors qu'il aurait dû se dégrader complètement. Hein. Et ben en fait, là, effectivement, il est pas très propre, mais il a les mêmes propriétés mécaniques. On peut toujours l'utiliser pour son usage de départ, l'emballage. Là, on est capable de mettre ses courses dedans. Et en plus de ça, donc déjà, les plastiques biodégradables ne se dégradent pas dans l'environnement, ils se dégradent dans des conditions de laboratoire et dans des conditions de laboratoire chez les industriels. Dans nos labos, ça marche pas très bien. Et puis en plus de ça, ça ne résout pas le problème des additifs chimiques, de tous les produits chimiques qui sont à l'intérieur. Donc quand on dit plastique biodégradable, c'est le polymère qui est soi-disant biodégradable, mais on n'a pas résolu le problème des additifs chimiques. D'accord? Donc les alternatives, ça existe aussi. Alors on peut transformer le pot de yaourt dont je vous ai parlé là avec tous ces composés différents impossibles à recycler. On a à peu près 500 pots de yaourt qui sont jetés chaque seconde en France parce qu'on est des gros consommateurs de pots de yaourt. Le même fournisseur Danone, pour le pas citer, en fait, il est capable de faire en Allemagne des choses qui sont en verre, donc un pot en verre avec un couvercle en aluminium. Et ça, en fait, c'est consigné. Et en Allemagne, la consigne fonctionne. En France, on ne sait pas pourquoi, ça n'a pas été mis en place. À votre avis, c'est pour vendre et vendre et vendre en fait ces emballages aussi. D'accord? Donc il y a des solutions qui existent, mais c'est des choix en fonction des pays qui vont orienter en fait les solutions. On continue après sur les solutions. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez finalement, si vous vous rendez compte que nos déchets, au final, ils sont soit enfouis, soit brûlés, soit de toute façon pas recyclés, on a un problème. On n'arrive pas à gérer nos déchets. Donc la seule solution qu'on présente et qui fait pas plaisir à personne, c'est de réduire. Là, vous voyez la courbe de la production mondiale de plastique. Donc là, vous voyez qu'on a dépassé les 400 millions de tonnes par an de plastique produit, qui se rajoutent à tout le plastique qu'on a déjà créé. Aujourd'hui, ce qu'on demande, donc c'est l'objectif du traité mondial du plastique, c'est une réduction d'au moins 50% du plastique d'ici 2040, de la production de plastique. Donc là, on est en train d'attaquer, vous vous rendez compte, des producteurs de plastique, et puis on est en train d'attaquer des filières entières de l'emballage. Je vous ai dit peut-être que parmi la quantité de plastique qui était produit, on a à peu près 40% de plastique qui vient qui a pour destination l'emballage. Si j'enlève l'emballage, déjà, j'enlève 40% du problème. C'est ce qu'a promis l'Europe d'ici 2040, d'enlever tous les emballages. Donc déjà en Europe, on arrivera à enlever 40% de la production de plastique, puisque 40% c'est fait pour les emballages. Et puis, on pourrait largement se passer des plastiques à usage unique qui sont utilisés pour des goodies. Vous voyez les petits cadeaux qu'on fait aux enfants qui coûtent 2 euros, ces choses-là, qui n'ont aucun sens, qui ont un usage. Vous voyez bien vos enfants, hein, ils vont prendre le truc, ils vont le regarder 5 minutes, hop, ils en feront rien. Donc tout ça, en fait, il faut réguler, réguler, réguler pour réduire, réduire, réduire. Et aujourd'hui, on considère, on est une coalition scientifique de plus de 350 scientifiques dans le monde. Notre message, c'est de dire la seule solution aujourd'hui, ne croyez pas à une solution miracle inventée par la science. Non, non, non. L'objectif, c'est de réduire la sobriété. Allons-y ensuite. Donc, c'est un petit peu ce que je viens de dire en fait. Il y a le principe qu'on amène aujourd'hui d'essentialité. Ça, c'est un concept qu'il faut amener en fait dans les écoles et qu'il faut amener dans l'esprit des gens. Est-ce qu'on a besoin du concombre emballé qu'on voit derrière alors qu'il a sa propre peau? Je ne sais pas si c'est un concombre ou une courgette, ou alors ces carottes qui sont suremballées, ou alors, vous voyez bien en fait tous ces légumes qui sont super emballés, mais quel intérêt en fait? Ils ont déjà une peau. Et puis on sait très bien qu'on est capable de le. Et en plus, ils sont emballés à l'unité, quoi. Ça n'a pas de sens. Et ce qu'on discute beaucoup avec les enfants, c'est plutôt au niveau du goûter, parce que ça, ils le voient pas. Ils vont pas regarder les légumes, etc. C'est leurs parents qui font les courses en général.
eux, sur lesquels on travaille beaucoup, on a pas mal d'actions, notamment au niveau de la ville ici. On va aller dans les écoles, on va leur ramener une nouvelle boîte à goûter en métal, et puis on va ramener la cuisine à l'école. Quand on regarde la maternelle, jusqu'en maternelle, les enfants, les parents adorent leurs enfants, ils n'osent pas leur mettre des trucs emballés, ils leur font à manger, etc. À partir du primaire, ça y est, on se retrouve avec les barres de céréales, les barres de Mars, machin, toutes les saletés là. On travaille beaucoup avec les primaires maintenant ici pour essayer de refaire des goûters. Donc, cuisine à l'école, on met dans la boîte à goûter qu'on leur donne à chaque élève de la ville de Banyuls ici, là, on leur donne une boîte à goûter en métal avec des recettes à l'intérieur. Et oh, je vois que le temps passe, mais faut que tu m'arrêtes bientôt là. Donc, et en fait, on leur apprend en fait à refaire des goûters, on leur apprend à donc travailler sur le goûter, c'est quelque chose d'intéressant parce que on amène des primeurs qui nous amènent des pommes par exemple ou retrouver simplement le fait de mettre un peu de chocolat, une barre de chocolat avec du pain, pourquoi pas que ça ferait un goûter. Et ensuite on amène le compost et ensuite on amène le jardin participatif à côté. Bon, je vois que le temps passe. On va passer aux dernières diapos. Allez, donc ça, c'est quelque chose qu'on demande aussi et je vais passer vite. C'est, vous avez compris, ces produits chimiques, aujourd'hui, on demande la transparence parce que c'est pas seulement le consommateur, hein, c'est aussi les industriels. On demande la transparence sur tous les produits chimiques. On a mis une blacklist, une liste noire en fait des produits chimiques qui devraient être interdits dans tous les plastiques. On est en train beaucoup de travailler là-dessus sur la science. On passe aux diapos suivantes. Est-ce que je parle de ça? On a le temps encore ou pas? Non, je vois que le temps est passé super vite, désolé. Allez, responsabilité élargie des producteurs. Qu'est-ce que c'est en fait? En fait, quand on réfléchit avec le cycle de vie complet du plastique, on se dit mais qui paye pour en Indonésie par exemple, ils font brûler le plastique pour faire leur cuisine. Et puis ils font brûler le plastique pour qu'on le voit plus. Qui paye pour la santé de ces gens? On paye pas simplement sur l'emballage. Qui paye pour tous les effets des produits chimiques qui sont à l'intérieur et tous les problèmes de santé? C'est l'État, et finalement c'est l'État, c'est le consommateur. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est que les producteurs de plastique, les producteurs de pétrole et de plastique, aient leur responsabilité. Et la liste est assez longue. Hein, vous voyez à la fois dans la consommation, Coca-Cola, Danone, pour pas les citer, Kellogg's, etc., mais aussi dans la cosmétique, dans nos vêtements, etc. Il faut qu'il y ait une responsabilité élargie des producteurs. C'est pas seulement aux consommateurs de travailler. Allez, est-ce qu'on s'arrête là? Allez, on s'arrête là. Hop, hop, hop. Passe tout ça. Ouais, juste la dernière. Vous avez compris en fait. C'est que avant on parlait des 3 R, réduire, recycler. Oublions tout ça. L'objectif, c'est vraiment la transition plastique, c'est réduire, 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 réutiliser un petit peu parce quand on peut, et surtout le recyclage, voilà, qui va représenter une très faible proportion. Désolé du temps que j'ai pris. Je pensais que j'irais plus vite, mais voilà, je suis bavard. On va laisser le temps aux questions maintenant. Merci Jean-François. Bah, écoute, c'était passionnant et tu es passionné, donc tu t'étais laissé. Mais on a écouté religieusement et moi-même j'ai pris beaucoup de notes sur les chiffres que tu as avancés. Alors effectivement, ce que je vous propose maintenant, c'est de poser vos questions. Donc pour cela, il y a 2 techniques, hein. Vous pouvez soit passer par l'interface écrite. Dans ce cas-là, vous avez dans votre panneau de configuration GoToWebinar la possibilité d'écrire un message dans le chat et je le relais de votre part à Jeff. Je vous montre une petite diapo, hop, voilà, qui vous donne la technique pour échanger. Ou alors, vous pouvez aussi poser une question à l'oral. Donc, dans ce cas-là, vous cliquez sur l'icône de la main levée et puis je active votre micro et là, vous pourrez bien sûr poser votre question de vive voix. Alors, il y a déjà des questions qui apparaissent dans le chat. Donc, Jeff, une question de la part de Christine Kessler qui te demande que pensez-vous des plastiques biosourcés, donc constitués par les végétaux? Alors, le plastique biosourcé, c'est vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure sur le biodégradable. Le biosourcé, c'est une solution miracle qui permettrait, par exemple, de ne plus utiliser le pétrole. Donc déjà, quand on parle du cycle du plastique, on n'utiliserait que des choses qui viendraient de l'agriculture, par exemple, ou des choses biosourcées, ça veut dire que ça vient de la biologie. D'accord? Pour ça, par exemple, on va utiliser de l'amidon de maïs.
Ah, amidon de maïs, mince. Moi qui ai fait un peu de cours sur le maïs, la production de maïs, en fait, elle est hyper consommatrice d'eau, elle est hyper consommatrice de pesticides, et je vais utiliser des terres immenses pour faire de l'emballage. Donc, ma réponse à ça, en fait, c'est que le biosourcé, c'est bien, on met un label bio. Ça représente aujourd'hui, comme les biodégradables, moins de 1% de la production mondiale de plastique. Et aujourd'hui, le biodégradable, il a un sens seulement quand on sait que le plastique va finir dans l'environnement. C'est-à-dire, par exemple, un filet de pêche, je sais que tous les pêcheurs, dans l'année, ils vont perdre au moins un filet de pêche. Donc, ce filet de pêche qui va être perdu, il faudrait qu'il soit biodégradable. Les films de paillage, par exemple. Bon, avant, on mettait de la paille, maintenant, ça coûte moins cher de mettre, et c'est plus facile de mettre des grands films de plastique. Ceux-là, ils finissent dans l'environnement. Donc, soit on les élimine, on met de la paille, soit on continue à les utiliser, mais il faut que ça soit biodégradable. D'accord? Vous voyez, il y a quelques applications de niche sur lesquelles ça vaudrait le coup. Dans la cosmétique, par exemple, vous savez que sur vos crèmes, on met énormément de plastique pour vous plastifier le visage pour qu'ils deviennent brillants. C'est pas miraculeux, hein, c'est simplement qu'on a mis du plastique dans votre. Bon, bah ça va finir dans la douche, qui va finir dans l'environnement. Donc, dans la cosmétique, on interdit, mais on devrait interdire en fait et remplacer ça par des choses qui sont naturelles. D'accord? Donc, le biosourcé n'est pas la solution en fait. Encore une fois, la seule solution, c'est réduire. Et le biosourcé, biodégradable, ça fait rêver, mais ça représente presque rien par rapport à notre usage du plastique. Donc, c'est pas c'est pas la priorité en tout cas. Voilà. Alors, on a une même question dans cet ordre d'idées de Laurence Chauret qui te demande et quid des algues? Est-ce que les algues pourraient remplacer le plastique? Ouais, donc ça, c'est des études qu'on fait dans mon laboratoire, notamment, où on a découvert des bactéries qui sont capables d'utiliser des algues, donc d'utiliser des déchets pour faire des nouveaux plastiques biosourcés et biodégradables. Donc, c'est une technologie qui existe, et vous voyez que je fais pas la publicité de ce que je suis en train de faire dans mon labo, parce qu'en fait, d'un point de vue scientifique, c'est génial, mais pour l'avenir, en fait, c'est pas une solution d'avenir. Voilà. Comme je viens de le dire, le biodégradable, seulement pour certains usages vraiment de niche, mais ce qu'il faut, c'est réduire nos emballages et tout ce qu'on a dans nos magasins. Tout se fait dans le choix du magasin, en fait, qu'on va prendre. Je dis souvent aux élèves, quand j'ai le choix entre un concombre pas bio et puis un concombre bio qui est emballé avec un truc marqué bio dessus, ben, je change de magasin. Voilà, je change d'habitude, et quand je vais changer d'habitude, bah, je vais créer une nouvelle habitude, et puis voilà, c'est juste une question de changement d'habitude en fait. Alors, une question de la part de Laura Péchaud, j'espère que je prononce bien le nom, bah, désolée si je l'écorche un peu. Y a-t-il des mesures pour les magasins de grande surface afin qu'ils réduisent leur usage du plastique? Non, il n'y a pas de mesure en fait qui interdirait un privé d'utiliser le plastique. En fait, sauf des lois. Et là, vous avez vu, enfin, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, en Europe en tout cas, et ça sert un peu d'exemple. Et la France est vraiment moteur là-dessus parce on leur prend tellement la tête au gouvernement que, à force, ils ont vraiment bien compris le problème. La France est moteur là-dessus en disant, et l'Europe en disant en 2040, on arrête les emballages. 2040, ça paraît super loin, surtout pour vos élèves, ça va paraître voilà, super loin. Toujours est-il qu'on a tellement mis d'emballage dans nos vies que ça va prendre du temps. Donc, j'ai dit non aujourd'hui, mais oui, en 2040, on n'aura plus le droit d'avoir autant d'emballages. Et il va falloir trouver d'autres solutions. Et bon, je sais pas, c'est assez simple en fait de trouver les solutions, hein. Est-ce que c'est pas plus simple d'aller au marché? Moi, je vais au marché avec mon sac, voilà, comme on est tous capables de le faire maintenant. Vous avez vu la transformation qui s'est passée quand on a arrêté les sacs plastiques? On s'est adapté, hein. Et l'industrie, elle va s'adapter aussi. Donc, je me fais pas de soucis pour elle. Une autre question de la part de Capucine Deton qui te demande quels sont les résultats des négociations internationales auxquelles vous avez participé au Canada. Aujourd'hui, on est en train, alors pour que ça soit clair pour tout le monde, on est en train de faire avec les Nations Unies un traité mondial contre la pollution plastique. Et là, c'est une victoire. Aux dernières, il y a eu 4 réunions pour l'instant. La cinquième, ça sera en Corée à la fin de l'année. Les 4 réunions et les 5 réunions, elles vont servir à savoir qu'est-ce qu'il y aura dans le traité. Donc, comme vous savez, par exemple, quand on a fait le traité pour le climat, on a dit à la fin 1,5 degré, c'est notre objectif pour que la planète soit pas trop perturbée par le changement climatique. L'objectif, c'est un peu pareil ici, c'est de mettre des chiffres, de mettre des tendances pour qu'ensuite, après, vous avez vu, il y a toutes les COP qui vont se passer après. L'important, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans ce texte
et ensuite comment on va le mettre en application les années suivantes. D'accord? Ce que je vois qui a changé énormément par rapport aux précédentes réunions, c'est que avant, il y avait un lobby énorme qui disait l'important, c'est la collecte et le recyclage. Et ce que je viens de vous dire, en fait, il a fallu que ça monte au cerveau de tous ces dirigeants pour se rendre compte, en fait, qu'on était en train de travailler avec même moins de 10% du problème et qu'on ne résoudrait pas le problème comme ça. Et donc, du coup, en fait, il y a des blocs maintenant qui se sont créés avec de plus en plus de pays qui sont de la haute ambition, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment sur la réduction de la production de plastique. Donc là, on trouve ça génial. Ils sont sur la réduction de la production de plastique. Ils sont sur tout ce que j'ai expliqué dans les solutions là, sur la réduction de la quantité de produits chimiques qui sont à l'intérieur et une obligation de transparence, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas du tout les produits sous couvert de propriété intellectuelle des industriels, on ne sait pas les produits chimiques qui sont dedans. Donc aujourd'hui, on demande cette transparence et on demande la responsabilité élargie aux producteurs. Ces trois aspects, ils sont écrits dans le traité aujourd'hui. Évidemment, c'est important de voir, c'est intéressant de voir la géopolitique qu'on peut discuter aussi avec les enfants. Évidemment, on a les blocs du Golfe, les pays du Golfe et la Russie et la Chine qui s'y opposent complètement. Ça n'empêchera pas le traité d'exister. Ils vont signer ou pas signer, mais de toute façon, en fait, au niveau mondial, on va avoir des restrictions. Et ensuite, on va définir des chiffres. Et donc, pour moi, l'avancée majeure, pour répondre rapidement à la question, c'est et c'est vraiment une avancée que vous n'avez peut-être pas encore, parce que vous n'êtes pas dans le domaine, de faire croire que le problème, c'est le déchet. Et aujourd'hui, même dans le traité mondial, on a réussi à faire rentrer le cycle de vie complet du plastique. Et ça, c'est une avancée, j'y croyais même pas. Enfin, je suis épaté qu'on ait réussi à faire ça. Et franchement, c'est pas pour nous vanter en fait, mais la science a joué un rôle là-dedans vraiment important. On est plus de 350 scientifiques, on est présent, très présent là-bas, et on est vraiment là pour conseiller les chefs d'État, les ministres, etc., pour qu'on aille dans le bon sens. Et globalement, je suis assez satisfait. Quand je travaillais sur les pesticides, les métaux lourds et tout ça, j'ai pas vu des choses qui avancent aussi vite. Pourquoi? Parce que ça touche tout le monde en fait, cette question du plastique. Quand on parle des pesticides, bon, on n'en a pas. Là, le plastique, ça vraiment, ça touche tout le monde. Alors, une question de Nathalie Crochard à laquelle moi je vais répondre, qui demande s'il y en a une exposition ou des affiches à installer dans les lycées. Donc, je vous enverrai, Madame Crochard, des documents que vous pourrez exploiter de manière pédagogique en classe. Mais là, on va profiter de Jean-François Guiglione pour rester sur le fond des connaissances scientifiques. Donc, on a une autre question qui arrive, Jeff, qui te demande comment faites-vous pour détecter les nanoplastiques dans l'océan? C'est une méthode qui est assez nouvelle. Si certains d'entre vous sont des chimistes, on utilise de la pyrolyse. Pyrolyse, c'est pour brûler le plastique. Il va se transformer en gaz et ensuite on va faire de la GCMS, de la spectrométrie de masse. Donc pour ceux qui ont entendu ça dans leurs vieilles études, euh, c'est la seule technique aujourd'hui. Donc c'est une technique qui est très coûteuse. Et pourquoi? Parce que quand on est au niveau des nanoplastiques, ils sont de la taille de la matière organique qui est présente dans l'environnement. Et donc, du coup, on est obligé on n'arrive pas vraiment il faut utiliser des outils de pointe pour vraiment savoir la quantité de nanoplastiques que j'ai dans la nature, en fait, par rapport à toute la matière organique et tout le bazar de pics que je vais ressortir là-dedans. Et il y a quelques équipes maintenant qui sont vraiment capables de nous donner les quantités de nanoplastiques qui sont dans l'environnement. Et malheureusement, ça fait vraiment peur. La quantité qui arrive, en fait, c'est un peu une bombe à retardement parce que tous les microplastiques que j'ai vus jusqu'à présent, ils vont se transformer en nanoplastiques. Et je vois que déjà les quantités de nanoplastiques qui sont présentes dans l'environnement sont supérieures à ce qu'on pourrait trouver dans les concentrations de pesticides. Il y a des normes pour les pesticides, par exemple, de l'ordre du microgramme par litre. On a dépassé ça, en fait, au niveau des nanoplastiques aujourd'hui. Alors, une question de la part de Martin Delassus qui te demande comment, avec nos élèves, nous pouvons aider la recherche scientifique. Hmm. De plein de manières différentes. La première, en fait, alors, c'est la recherche scientifique. Alors, pour vraiment aider la recherche scientifique, moi, je vais parler d'une initiative qu'on a avec la Fondation Tara Océan, qui s'appelle Plastique à la loupe. Je vous conseille vraiment, en fait, d'aller voir ce site internet, Plastique à la loupe. C'est une initiative qu'on a menée avec Pascaline depuis 2019 et dont on est assez fier, en fait, parce qu'on a à peu près 300 classes, 400 classes par an
qui vont aller sur le terrain et qui vont nous faire un échantillonnage sur les berges des rivières et sur le littoral des quantités de plastique qui sont présents, mais c'est vraiment un vrai travail. Ils vont sur le terrain, ça leur prend à peu près 2-3 heures. Ensuite, ils vont en classe et ils vont trier chaque type de plastique. Ils vont faire les macrodéchets et ensuite ils vont aller jusqu'aux microplastiques qu'ils vont mettre dans des petites boîtes et nous envoyer au laboratoire et nous on les passe en analyse chimique ici. C'est particulièrement intéressant parce que j'aurais pas pu avoir ces données tout seul avec les 5 chercheurs qui travaillent avec moi. Là, quand j'ai depuis 2019, on a plus de 600 sites en France. On commence à travailler dans les pays étrangers avec les écoles à l'étranger, les écoles françaises à l'étranger. On a pas mal de données en Espagne et ça devient une base de données en fait qui est une référence internationale aujourd'hui. Donc on a réussi à créer ça. Mais ce qui est intéressant, donc il y a ça pour la science. Ce qui est intéressant aussi, c'est comment les scientifiques peuvent vous aider quand vous allez monter des projets. Parce que ce qu'on demande vraiment aux professeurs qui travaillent avec nous dans Plastique à la loupe, c'est de eux-mêmes monter des projets en fait pour essayer de changer, pour essayer de sensibiliser. Et là, on est, avec Pascaline, avec l'équipe de Pascaline, il y a plusieurs interlocuteurs qui sont là pour répondre à des questions, pour vous aider. Et puis après, on est les scientifiques derrière pour valider un petit peu votre projet. Et tous les projets sont bons à venir, en fait. Que ce soit des projets artistiques, que ce soit des projets philosophiques, que ce soit des projets inter, interdisciplinaires, etc. En fait, on est vraiment là pour vous aider pour faire ça. Merci Jeff. On va terminer ce webinaire de la Tar Academy sur cette question-là. Donc, je tiens vraiment à te remercier. Je sais que tu as été très prise aujourd'hui, d'ailleurs avec les élèves de Plastique à la loupe, hein, pour intervenir aussi auprès d'eux. Donc, merci d'avoir pris encore du temps sur ta soirée pour cette fois parler aux enseignants. Donc, je me permets de faire un petit instant pub, hein, puisque vous savez que la Tar Academy, donc c'est un cycle de webinaires sur des sujets différents. Donc, Jean-François, tu réinterviendras demain pour un niveau d'approfondissement sur cette thématique de la pollution plastique. Et puis, il y a d'autres conférenciers qui sont également proposés donc, tout au long du mois de mai et début juin. On aura en l'occurrence Eric Guilliardi qui viendra nous parler du lien que nous avons avec l'océan et le climat. Donc, ce sera les 27 et 28 mai. Et puis également Marcel Babin qui nous parlera cette fois début juin de la vie dans la glace, hein, donc la vie qui peut exister à l'intérieur même de la banquise. Donc Jeff, je te laisse le mot de la fin. Si tu avais aussi quelques petites références à conseiller aux enseignants qui t'écoutent s'ils souhaitent approfondir un petit peu le sujet, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller en l'occurrence? Euh, alors, la documentation, il y en a beaucoup. Et ce que je pourrais vous conseiller, en fait, il y a un rapport de l'OCDE. Donc, pour ceux qui veulent vraiment savoir, connaître les chiffres, etc., on fait des rapports au niveau mondial. Donc, OCDE, rapport sur le plastique. On a fait un rapport aussi pour le Sénat, où là, vous trouverez tous les chiffres possibles, imaginables dont vous aurez besoin. Parce que il a fallu sensibiliser nos élus par rapport à cette pollution plastique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez enfin bon bref, non, c'est pas fouillis ni fouillu, c'est fourni, voilà, c'est ça. Et puis il y a un livre que j'adore qui s'appelle Océan plastique, dont l'auteur c'est Nelly Ponce. Qui est une encyclopédie. Cette auteure, elle a passé 3 ans d'investigation et c'est très bien expliqué. Donc ça s'appelle Océan plastique. C'est très bien expliqué sur les dernières données en fait, et c'est une personne qui continue à faire des conférences. Et puis pour le mot de la fin, bah, je pense que vous avez compris que vous avez un rôle euh, vraiment crucial, et c'est pour ça enfin, en tout cas, moi j'y crois. Avec le rôle d'éducation que vous menez, je suis toujours admiratif en fait de votre travail. Vraiment, je comment dire? Non, mais sincèrement, en fait, je trouve que le travail de l'éducation est essentiel. Et j'aime beaucoup en fait qu'on arrive à allier la science, comme je le disais, en fait, pour lutter contre l'obscurantisme actuel et les problèmes de société qu'on a aujourd'hui. C'est un vrai plaisir en fait de pouvoir travailler avec vous pour que la connaissance en fait gagne dans tout ce marasme des informations Internet, des téléphones, etc. Pour que on travaille sur les sources, le vrai du faux, etc. Pour moi, c'est des choses qui sont très importantes avec les enfants.